Jour et nuit en Tunisie, tiré du livre Réflexions et voyages sur les traces de l'Afrique dans le monde de Runoko Rachidi, traduit de l'anglais par Zawati Sania, édition Dagan. D'abord, laissez-moi vous dire combien j'aime l'Afrique et les Africains, et surtout voyager à travers le monde en quête de présence africaine. Rien ne m'apporte plus de satisfaction que de trouver des populations africaines et des objets africains dont je connais rien ou presque. Non seulement la recherche d'éléments africains est excitante, mais elle me donne l'impression d'apporter une contribution, si modeste soit-elle, à la libération finale du peuple africain. Et c'est avec une impatience mêlée d'enthousiasme et de nobles idéaux que je suis allé en Tunisie le 1er avril 2006. La Tunisie est le 60e pays, 160e, 61, 161e pays que j'ai eu la chance de visiter sur ma liste de voyages internationaux. Le plus grand globe trotté historien africain et journaliste né jamaïcain Joel Augustus Rogers, un héros formidable et un modèle en ce qui me concerne, en aurait visité 60. Et ainsi, avec le pays numéro 61 en poche, j'étais aux anges. La Tunisie est un pays de taille de l'État de Washington, niché entre les deux grands pays que sont la Libye à l'est et l'Algérie à l'ouest. Au nord et au nord-est, la Tunisie est bordée par la mer Méditerranée. La population, majoritairement arabe, dépasse 10 millions d'individus. Je ne possède pas les statistiques officielles, mais une population africaine petite mais extrêmement visible en Tunisie représente environ 1% de la population totale. Il m'a été dit et redit que la plupart des Africains vivaient dans le sud du pays, et il semblerait que c'est la règle générale pour les Africains dans le nord et le nord-ouest de l'Afrique. Je dois avouer que quelques semaines auparavant, je n'avais pas vraiment l'intention d'aller en Tunisie. Et puis 3 éléments ont tout changé. Premièrement, j'ai un bon agent de voyage. Monsieur Moses Anania est le propriétaire de Consolidate Tower à Atlanta, Georgie. Consolidate Towers organise nombre de voyages pour les érudits afrocentristes aux États-Unis, dont mon voyage en groupe de 2004 en Égypte et celui au Brésil en 2005. Il y a moins d'un an, Moses et moi sommes devenus de bons amis et il m'a mis en contact avec ses amis des agents de voyage locaux en Turquie, en Jordanie et en Grèce. Ils s'occupent de moi comme un ami de leur ami et se mettent en quatre pour m'assumer des séjours agréables et productifs. En effet, si je ne le savais pas auparavant, j'ai découvert lors de mon voyage en Turquie en 2004 que si vous visitez un endroit pour la première fois, que vous êtes africain ou africain-américain, que vous ne parlez pas la langue locale et que vous ne connaissez personne, un agent de voyage est carrément indispensable. Comme il m'a été signalé en Turquie, si vous n'avez pas un bon agent de voyage, vous êtes seul. Et être seul peut vous occasionner de nombreuses prises de tête si vous n'êtes pas prudent. À travers Moses et ses nombreuses connexions, j'ai pu avoir d'excellentes expériences de voyage en des endroits où je n'avais jamais pensé aller, dont mes visites récentes en Syrie et au Liban. Je lui ai donc demandé s'il pouvait m'établir des connexions similaires en Tunisie. Quand un de ses agents m'a assuré que c'était possible, je n'avais plus qu'à partir.
La deuxième était décisive vers la Tunisie, tient à mon voyage au Liban en janvier 2006, afin de payer le moins cher possible. J'ai réservé un vol sur Alitalia de Paris à Milan, via Rome et finalement Beyrouth. Cela m'a pris une partie de la journée pour arriver à destination et j'ai dû faire passer le temps. Alors que j'attendais dans l'aéroport de Rome ou Milan, j'ai oublié la ville. J'ai remarqué que le vol le plus bondé allait à Tunis. Je regardais les gens en attente d'embarquement. Je crois même qu'il y avait un ou deux Africains, et cela éveilla mon intérêt. Je me suis dit que si tous ces gens pouvaient aller en Tunisie, pourquoi pas moi? Et le troisième étape fut lorsque mon frère Ali Salahuddin du Zerd Club me demanda récemment ce que je pensais d'un éventuel voyage organisé avec des Africains américains en Italie et en Tunisie. En y réfléchissant, pourquoi pas? Ces trois facteurs réunis, il était clair que mon voyage en Tunisie n'était plus qu'une histoire de temps. L'arrivée à Tunis et le musée Bardo. De Paris, j'ai pris un vol direct pour Tunis. Le billet d'avion était à moins de 170 € et le vol n'a pas excédé 3 heures. C'était le printemps. Et je méritais un voyage à l'étranger. Mon adorable fille venait d'avoir 6 mois. Elle était heureuse et vigoureuse, et je pensais mériter un bref séjour à la fois de recherche et de vacances. Mais après être arrivé à Tunis, la capitale, les choses commencèrent à se compliquer. Passer la douane m'a pris un bon bout de temps, et après avoir récupéré mes bagages, je ne trouvais personne venu à ma rencontre. J'ai donc changé mes dollars en dinars et finalement vis quelqu'un tenant un panneau sur lequel figurait mon nom, mal orthographié. Après m'être présenté, cette personne me sourit, s'excusa et me présenta à mon chauffeur. Mon expérience avec les chauffeurs m'a appris qu'ils commencent par vous serrer la main, puis vous souhaitent la bienvenue dans leur pays, et enfin prennent vos bagages et vous conduisent à la voiture. Celui-ci ne fit rien de tout cela. Il marmonna des mots inaudibles et tourna les talons alors que je lui suivais avec mes sacs à la main. Pas de souci. J'ai pensé être tombé au mauvais moment ou alors que c'était leur façon de faire ici. Je suis donc monté dans le véhicule qui devait me conduire à l'agence de voyage et je m'attendais à un accueil plus chaleureux. Mais les salutations ne furent guère mieux. Cerise sur le gâteau, l'employé m'annonça qu'elle allait me facturer 240 € par jour pour le véhicule et un chauffeur parlant anglais à Tunis. Tout le monde parle français et arabe. Alors que j'exprimais mon désaccord, elle me dit qu'elle m'avait envoyé un mail comprenant le coût du transport. Je répondis que je l'avais effectivement reçu, mais que la somme était si élevée que je pensais que c'était pour les 4 jours. Je ne lui dis pas, mais je trouvais que le prix était exorbitant. Je quittai le bureau avec ce que l'on appelle une attitude aux États-Unis. Puis le chauffeur m'amena dans un hôtel qui me déplut. J'en choisis un autre, beaucoup plus beau, quoique plus cher. J'ai négocié le prix avec le gérant, réservé ma chambre et trouvé une voiture et un chauffeur moins onéreux. Et mon humeur se radoucit. Après avoir congédié l'agent de voyage, je suis parti seul. En fait, j'ai pris un taxi de l'hôtel au musée Bardo pour moins de 2 €. Le chauffeur a même refusé le pourboire. Le Bardo est le musée national tunisien. L'endroit idéal
pour débuter mon séjour. Sa collection de mosaïques romaines est fabuleuse. Les Romains étaient puissants en Tunisie, et dans le Bardo, j'ai trouvé une tête en marbre de Septime Sévère, l'empereur romain né africain, et deux têtes similaires à son fils et successeur Caracalla. J'éprouve bien entendu un vif intérêt pour ces Africains, et mon nouveau livre, si je le finis un jour, leur consacrera un chapitre. Mais l'objet le plus excitant du musée était une tête de femme africaine aux cheveux laineux originaire de Carthage, tête en calcaire noir. Je ne l'avais jamais vue nulle part. Ainsi, cet après-midi en Tunisie se termina sacrément bien. Durant cette première nuit tunisienne, je tournais et me retournais dans mon lit afin de trouver le sommeil. Il avait fait très chaud ce jour-là et l'air conditionné ne marchait plus. Il ne faisait que du bruit. Mais j'avais déjà repéré quelques noirs dans l'hôtel, et cela me remplissait d'optimisme. J'eus un excellent repas, fait de poissons grillés et de légumes. Je regardai les informations internationales sur BBC et relus le premier volume de la fantastique autobiographie de Langston Hughes de Big Sea. Khérouan et Carthage. Le lendemain matin, après un petit déjeuner léger pour lequel j'ai payé beaucoup trop cher, je fus conduit à la pointe de la péninsule Cap-Bon, dans la ville punique de Khérouan. Mon chauffeur, qui parlait anglais, n'a pas dit grand-chose pendant le trajet, mais il n'était pas désagréable, et je me suis consolé en pensant à l'argent que j'économisais. Khérouan est un beau site archéologique datant de 2000 ans, bien qu'ayant été détruit par les Romains. Les excavations ont révélé les vestiges d'une ville entière juste sur la côte de la mer Méditerranée vers la Sicile. Ce jour-là, le temps était clair, une forte brise soufflait, et il n'y avait presque personne sur le site quand je suis arrivé. Tout près de Khérouan, j'ai trouvé une représentation noire, terracotta, je pense, exquise d'un Africain sur ce qui semble être un éléphant. Comme pour le musée Bardo, c'était une image impressionnante d'une personne africaine. Et une fois de plus, je ne l'avais jamais vue dans aucun livre. Et comme dans le musée Bardo, j'ai pris beaucoup de photos. J'espère juste qu'elles sortiront bien. Quant aux femmes africaines, j'en ai vu quelques-unes, toutes belles et amicales. J'ai rencontré une femme musulmane qui travaillait à l'entrée des ruines de Carthage. Et elle me dit que les Africains ne représentaient qu'1% de la population tunisienne et que la plupart d'entre eux vivaient dans le sud. Ça ne vous dit rien? Mais il me semble qu'ils sont plus nombreux, à moins que beaucoup ne soient tunisiens. D'ailleurs, j'ai rencontré une famille du Burkina Faso, Afrique de l'Ouest, entre parenthèses, très sympathique, qui visitait le pays. La sœur musulmane me dit que la vie n'avait pas toujours été rose pour les Africains en Tunisie, mais que les conditions s'étaient améliorées. Elle prit comme exemple probant le fait qu'aujourd'hui on puisse voir de beaux garçons noirs avec de belles filles blanches. J'aurais souhaité qu'elle choisisse un meilleur exemple pour indiquer le progrès. En Tunisie, les gens m'ont semblé plutôt amicaux et se déplaçaient à une allure paisible. En fait, en Tunisie, le rythme n'a rien à voir avec l'Égypte. La vraie saison touristique allait débuter dans les semaines à venir et en général, les choses étaient assez peu chères, excepté les repas à l'hôtel, les voitures et les chauffeurs anglophones. Ainsi, pour cette seconde après-midi, en Tunisie,
Après avoir visité l'ancienne ville punique de Kérkouane, à la pointe de la péninsule Cap-Bon, je fus conduit à Carthage. La femme africaine qui vendait les tickets encaissa le prix d'entrée. Mais ce n'est pas l'ancienne ville africaine de Carthage ou Kar Hadas que j'ai visité. La Carthage que j'ai visitée, située dans une des banlieues de Tunis, était en grande partie les vestiges de la ville romaine construite sur le village africain que les Romains ont détruit après 3 guerres titanesques. Carthage fut fondée en 814 avant Jésus-Christ, lorsqu'un Phénicien, dont est issu le mot punique, navigua de la grande métropole de Tyr sur la côte sud libanaise et accosta au nord de la Tunisie actuelle. La Phénicie était le nom donné par les Grecs aux provinces côtières du Liban modeste et du nord de la Palestine lors du premier millénaire avant Jésus-Christ. Bien que le terme semble avoir été appliqué occasionnellement à la côte et de la Méditerranée, de la Syrie à la Palestine. La Phénicie n'était pas considérée comme une nation au sens propre du terme, mais plutôt comme une chaîne de villes côtières dont les plus importantes étaient Sidon, Byblos, Tyr et Rajmara. Pour les Grecs, le mot phénicien, dont la racine est phénix, avait des connotations de rouge, et il provenait très probablement de l'apparence physique des habitants eux-mêmes. Les Phéniciens étaient une branche côtière des Canéens qui, selon la tradition biblique, étaient les frères de Couch, Éthiopie, entre parenthèses, Misraïm, et Misraïm en Égypte, entre parenthèses, membres de la famille ethnique Hamite ou Kamite, à la moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Incités par les pressions de la population, les Phéniciens, de plus en plus mélangés au niveau racial, ont développé des prouesses maritimes et ont établi un réseau de colonies et de comptoirs commerciaux qui leur ont apporté prospérité et gloire éternelle. Avec les populations locales d'Afrique du Nord, les Phéniciens fondèrent la fantastique ville-État de Carthage. Carthage, dont le nom original est Kar Hadas, signifie nouvelle ville. Elle fut la nation dominante de la Méditerranée occidentale et une puissance navale colossale durant des centaines d'années. Puis arrivèrent les défis, d'abord avec les Grecs et par la suite avec les Romains. Au sommet de sa gloire, la ville de Carthage était fière de posséder une population de 500 000 habitants. La première famille de Carthage était le clan Barca, l'un des deux, Hamilcar Barca, fonda la ville espagnole de Barcelone. Bien évidemment, le membre le plus célèbre de la famille Barça était Hannibal Barca. Sans aucun doute, le général le plus distingué des temps anciens. Hannibal fut le plus grand héros de Carthage durant la Seconde Guerre punique qui dura de 218 à 202 avant Jésus-Christ. En fait, Hannibal était à 2 doigts de battre les Romains à l'entrée de Rome. Sa période la plus exceptionnelle se situe en 216 avant Jésus-Christ, à la fameuse bataille de Cannae, quand l'armée carthaginoise, bien que largement moins nombreuse, annihila pratiquement une force romaine de 80 000 hommes. En dépit de leur première victoire, les Romains ravagèrent Carthage, la puissance, et la brûlèrent entièrement à la fin de la troisième guerre punique en 146 avant Jésus-Christ. Il est dit que la ville brûla pendant 40 jours et qu'il ne reste qu'une petite partie de la Carthage africaine. Sa population fut massacrée ou vendue aux esclavagistes. Les Romains ont même mis du sel dans les terres autour de Carthage afin que rien n'y pousse plus jamais.
Ce n'est qu'à l'époque de Jules César, en 44 avant Jésus-Christ, que Carthage sera reconstruite, mais telle une ville romaine cette fois. Mais même à l'heure actuelle, vous pouvez facilement imaginer ces anciens Africains fantastiques naviguant sur des vaisseaux dans le port. Vous pouvez entendre de très vieux Africains parler avec d'autres, faire du commerce. Vous pouvez entendre de grands généraux donner des ordres aux soldats citoyens nobles et roturiers de Carthage afin de défendre la ville. Sœurs et frères, c'est un honneur que d'être sur l'ancien site de Carthage, une ville fière pour laquelle les Africains ont donné leur vie. Douga. Le troisième et dernier jour m'amena dans l'ancienne ville romaine de Douga pour voir à quoi les Africains de la dynastie Sévère étaient contribués. Historiens et archéologues ont observé que la région s'était développée durant le règne de ces empereurs africains et j'étais impatient de voir ça de mes yeux. Douga, l'ancienne ville romaine, s'étend sur 150 km au sud-ouest de Tunis. Durant le voyage, je fus surpris de la campagne et le paysage. En vérité, les vertes collines ondulantes me rappelaient la Californie. Les routes étaient bonnes et une fois sortis de Tunis, la circulation était fluide. Nous sommes arrivés à Douga un petit peu plus de 90 minutes après avoir quitté Tunis. Après avoir payé le prix d'entrée très faible pour aller sur le site, un Arabe de petite taille, âgé et vêtu d'une chemise grise s'approcha de moi. Comme beaucoup de Tunisiens, il était coiffé d'un fez rouge. Je trouve que c'est un signe de grande distinction. Il me dit qu'il était guide et me proposa ses services. Je sais maintenant qu'un bon guide est aussi important qu'un bon agent de voyage. Son prix était convenable, l'affaire fut conclue. En fait, mon guide avait 68 ans, parlait anglais couramment, et quand je lui ai demandé depuis combien de temps il était guide, il me répondit avec un grand sourire qu'il était né à Douga. Il avait un grand sens de l'humour et aimait parler. Il me montra tous les temples de plus en plus petits, du plus grand au plus petit, y compris celui de la déesse Tanit, temple qu'il appelait la maison de Tanit. Tanit était la plus éloquente des déesses de la Tunisie antique, et sa vénération persista en dépit des Romains. J'avais déjà vu des signes de son importance au milieu des ruines de Kherkouane. Impatient de nature, je ne tardai pas à l'interroger sur la contribution du clan Sévère. Il dit, un peu dédaigneux, que nous étions sur le point d'y arriver. Je pense qu'il ne voulait pas être devancé, mais il semblait apprécier le fait que je sois historien. J'ai cru comprendre que peu de touristes africains venaient à Douga, car le guide me dit en souriant à nouveau et en regardant dans ma direction que Septime Sévère était le premier empereur né en Afrique et qu'il était le seul à avoir la peau noire. Je me dis que c'était le moment, et comme j'avais fait avec le chauffeur et la sœur musulmane à l'entrée des ruines de Carthage, je lui ai demandé où se trouvaient les Noirs en Tunisie. Et comme les autres, il dit qu'ils étaient dans le sud. Quand j'insistais sur leur nombre et le nom de localités précises, il me mentionna une ville ou deux dans le sud,
mais ne me donna aucun chiffre exact sur la proportion de Noirs à l'échelle nationale. Mais il dit de façon catégorique qu'en Tunisie, il n'y avait pas de différence entre les personnes et que tout le monde était traité de la même façon. Il a même ajouté que plusieurs gouverneurs du Sud étaient noirs. Puis nous avons visité l'Arche, toujours aussi impressionnante, l'un d'un autre membre du clan Sévère, cette dernière appartenant à Alexandre Sévère, le dernier représentant de la dynastie Sévère. Le vieil homme était un très bon guide et malgré le nombre de cigarettes qu'il fumait et ses courtes jambes, il se dépouilla pour me faire arpenter tout le site. Chaque fois que je m'essoufflait à essayer d'aller à son rythme, il marchait avec l'habileté et la dextérité d'une chèvre de montagne, me répétant de prendre mon temps. Un des endroits les plus intéressants de Douga étaient les vestiges reconstruits d'un ancien mausolée de la famille du roi numide Massinissa, un homme qui lutta aux côtés des Carthaginois avant de les abandonner aux Romains. Situé au pied d'une colline, le mausolée, haut de 21 mètres, est recouvert d'une petite pyramide. Les vestiges de l'arche et de la porte de Septime Sévère se trouvent près du mausolée numide. Il n'est pas un très bon état, mais c'est tout ce qu'il reste d'une structure beaucoup plus grande. Mais je l'avais pour moi tout seul. Il n'y avait aucun touriste dans les environs. Plusieurs fois, durant la visite, mon guide me montra ce qu'il disait être la route de Carthage. Il m'a même montré la piste des chariots. Au début, ce n'était pas logique pour moi, mais finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, les anciens ingénieurs avaient construit une route pavée allant de Douga à Carthage. Et la route vous amenait directement sous l'arche de Septime Sévère. Je vous dis, j'étais carrément impressionné. Le guide me dit que la reconstruction de la porte de l'arche de Septime Sévère était prévue pour 2007. Tel un bonus, le guide me raconta que l'empereur romain d'origine africaine, Septime Sévère, était né à Leptimania, en Libye, que l'ancienne ville était en bon état et que je devrais la visiter. J'ai donc l'intention de visiter la Libye et de rendre hommage au plus grand des empereurs de Rome. Mon guide me fit ses adieux sur cette note. Je l'ai payé et lui ai même donné un bon pourboire. Il en fut très heureux, me souhaita un bon retour en France et aux États-Unis et m'encouragea avec un large sourire à amener d'autres Africains en Tunisie. Voilà, sœurs et frères, ce fut l'essentiel de mon voyage en Tunisie et maintenant j'ai une meilleure approche de ce que Art Blakey, un grand batteur de jazz, pouvait avoir en tête dans son morceau I Night in Tunisia. J'ai fait un bon, mais trop court, séjour en Tunisie. J'y ai appris beaucoup et je suis impatient d'y retourner, de visiter le sud et une partie de la Libye aussi. Et ne vous inquiétez pas, même si vous ne pouvez pas venir avec moi, je vous tiendrai au courant. Vous ne manquerez rien. Restez forts et je tâcherai d'en faire autant. La vie est belle, sœurs et frères, et chaque jour est une puissante bénédiction. Mes prochaines destinations sont le Maroc et l'Espagne à la recherche des morts.